Il y a à peu près 2 ans, on a compris que ce gros machin allait nous tomber sur la tête. Et à ce moment-là, on a décidé de jouer le jeu. Donc, on a décidé de travailler et d'essayer de s'y conformer le mieux possible. Du coup, on avait envie de partager cette expérience avec vous pour vous aider, si besoin, à y voir clair, à voir comment aborder les choses et ce que ça concerne au sein de vos propres structures. Alors, peut-être juste un tout petit mot pour commencer, pour que vous sachiez bien qui on est. On travaille pour la Ligue des familles, et la Ligue des familles, c'est l'organisation qui, en Belgique francophone, essaie de soutenir les familles et plus particulièrement les parents. Le but, c'est vraiment de les aider dans ce qui est le métier le plus beau et le plus difficile du monde, qui est celui de parents. On est là pour les soutenir, pour les aider avec une série de départements, disons. Il y a le Ligueur que vous connaissez peut-être, qui est notre magazine. Il y a tous les services et avantages qu'on offre à nos membres. Et puis, plus largement, il y a un mouvement de volontaires, il y a de l'éducation permanente, de l'action politique. Bref, toute une galaxie d'opérations, de projets qui sont menés pour soutenir les familles en Belgique. Avec 40 000 familles membres actuellement. Ça représente quand même... on n'est pas dans les toutes grosses organisations en Belgique, mais on est quand même dans plus qu'une petite ASBL, quoi. Et voilà, un jour, on a entendu le mot RGPD et j'avais envie de vous poser simplement cette petite question. On est en petit comité, on va le faire un peu participatif. Un sondage à main levée. Est-ce que, quand vous avez entendu pour la première fois ce mot, est-ce que vous vous êtes dit « youpi » ? Est-ce que vous vous êtes dit « c'est quoi ce truc » ? Berk ou « je suis sûrement pas concerné » ? Qui s'est dit « youpi » ? Il y a au moins 3 menteurs dans la salle. On peut voter plusieurs fois, oui. Il y a quand même quelques youpi du coup. Mais qui s'est dit c'est quoi ce truc ? Ah ouais, quand même. Berk ou Burk, j'avoue que pour l'orthographe j'avais une hésitation. Ok, c'est pas trop. Et pas concerné ? Ah oui, quand même. Certains se disent Burk, beaucoup se disent aïe, c'est quoi ce bazar ? Et pourtant, on est tous concernés. En tant que citoyens, en tant que clients, on est tous préoccupés par l'utilisation qui est faite de nos données. On en a beaucoup parlé précédemment, Cambridge Analytica, tout ce qui est Facebook. On est tous un peu rapides sur la balle. C'est un bon sujet de conversation de dire qu'est-ce qu'on fait avec mes données ? On les vend, c'est honteux. Et puis, on a tendance à oublier de balayer devant sa propre porte. Donc l'idée, c'était de se dire, tiens, si les RGPD arrivent et qu'on s'inquiète de ce qui est fait de nos données ailleurs, regardons peut-être un peu chez nous ce qui se fait, quelles sont nos pratiques. Est-ce qu'on conserve des données inutiles ? Est-ce qu'elles sont sécurisées ? Est-ce que les personnes qui s'adressent à moi, qui j'envoie de l'information, sont vraiment demandeuses de ces informations ? Tout ça, c'est intéressant de se le demander, et pourtant, on est souvent réticent à se lancer dedans. On est un peu inquiet. Alors, est-ce que c'est à juste titre ? J'aimerais juste commencer avec un petit exemple très très concret qui est la newsletter qu'on envoie chaque semaine. Je vais vous expliquer un peu la démarche. En fait, on part de 115 000 destinataires de notre newsletter. C'est le Ligueur News, on l'envoie chaque semaine. Et là-dedans, il y a quoi ? Il y a des articles du Ligueur, il y a une explication sur des nouveaux services, des nouveaux avantages, il y a un concours et il y a des informations sur les démarches, les prises de position de la Ligue des familles. 115 000 destinataires donc. Là-dedans, comptez environ 30 000 membres de la Ligue des familles et 85 000 personnes qu'on avait collectées par d'autres canaux qui avaient décidé de recevoir la newsletter. Qu'est-ce qu'on a fait par la suite ? On a demandé à 85 000 personnes parmi celles-ci si elles souhaitaient continuer à recevoir le Ligueur News. Il y en a 30 000 qu'on a laissé de côté. Pourquoi ? Parce que les membres, on estime qu'on a un intérêt légitime à leur envoyer cette information. Pourquoi ? Parce que cette information, c'est pour des gens qui payent, qui sont membres de la Ligue des familles. C'est une façon pour nous d'être en contact et de leur dire à quoi ils ont le droit grâce à ce qu'ils payent. Du coup, le fait de recevoir la newsletter fait partie du service qu'on leur offre et pour lequel ils payent. Donc, on a décidé qu'on ne devait pas leur poser la question. On peut le faire. La question de l'intérêt légitime est une faille très intéressante dans l'RGPD. Mais à côté de ça, il y avait 85 000 personnes donc, à qui on a posé la question. On a eu un résultat fantastique. 10% de clics au bout de 3 relances. 10% de clics en soi, pour ceux qui envoient des newsletters, c'est génial. Mais ça veut dire qu'on a gardé 8 000 personnes sur 85 000. Ce qui est aussi catastrophique. Toutes les autres, on les a effacées. Ceux qui font la démarche arriveront plus ou moins à ce type de chiffres. Je pense qu'on est même plutôt bon avec ce qu'on a réussi. Mais ça veut dire quoi ? Concrètement, je vous laisse voir les résultats en fait, et j'aimerais bien avoir vos commentaires. Est-ce que c'est grave ou bien
d'être passé de 115 000 à 38 000 destinataires. Est-ce que c'est bien ou mal d'avoir réfléchi à ne plus faire du recrutement via des concours et des opt-in où on avait déjà les petites cases qui étaient cochées? Est-ce que l'impact sur les publicités est grave, sur l'ouverture, sur le coût mensuel de MailChimp, qui est notre opérateur pour les newsletters, et le nombre de clics sur le site? Je vous laisse 3 secondes, et puis s'il y a des commentaires, allez-y. Le taux d'ouverture, donc on était à 17% d'ouverture. Je vous ai mis les chiffres des 5... Oui. Donc l'ouverture, c'est les personnes qui lisent effectivement le mail, donc ils cliquent pour l'ouvrir. Et ensuite, on a les clics au sein du mail pour aller vers le site. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on est passé de 17% d'ouverture, chiffre relativement correct, à 28% d'ouverture de nos mails. En termes de clics, je crois que je ne l'ai pas mis ici. Oui, je n'ai pas mis le pourcentage, mais en gros, on devait être à 2%, on est passé à 5%. Donc globalement, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un vrai impact positif en termes qualitatifs. Notre base, ce sont maintenant des personnes qui sont beaucoup plus intéressées, qui globalement lisent et vont voir ce qu'on fait. On a aussi un autre impact très positif qui est sur le coût. Forcément, on paye le système MailChimp en fonction du nombre de personnes dans la base de données. En gros, si on baisse très fort le nombre de personnes qui reçoivent la newsletter, on est passé de 544 € mensuels à 239. Une fameuse baisse qui est toujours intéressante. Par contre, on a une visibilité qui baisse auprès d'un grand public qui étaient des membres potentiels, vu qu'ils n'étaient pas encore membres. Et on a une baisse tout de même du nombre de clics, de 2850 à 2213, si je prends la moyenne sur les 5 newsletters avant et après le passage RGPD. C'est une baisse qui est réelle, mais qui n'est pas proportionnelle à la baisse du nombre de destinataires. Donc de nouveau, ça a tendance à plutôt montrer une augmentation de la qualité. Pour nous, la visibilité auprès d'un public non membre est intéressante. Ça veut dire que chaque fois qu'on envoyait un mail à 85 000 non-membres, on avait l'occasion de leur dire, si vous deveniez membre, vous recevriez tout ça en plus. Ça, c'est perdu et c'était quelque chose d'intéressant. Mais malgré tout, si c'était des gens qui, pour une bonne partie, n'ouvraient jamais nos newsletters et que grâce à ça, on ne paye plus pour ces envois, si on a un public qui aujourd'hui aime plus lecteur et qui estime qui à terme va avoir une image plus positive du fait qu'on respecte leurs données et qu'on en a une utilisation positive, je pense qu'il y a un impact qui est positif aussi. Donc globalement, nous, on a décidé de s'engager dedans en connaissance de cause et en se disant que c'était positif à long terme. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui demande à se désinscrire du newsletter ne demande pas nécessairement à ce qu'on supprime ses données. C'est-à-dire que nous, on a des membres qui reçoivent tous nos services, qui reçoivent la newsletter et mon bébé, qui reçoivent d'autres choses, qui disent « je ne veux plus recevoir la newsletter Liger News ». Mais forcément, nous, on garde les données dans notre CRM parce que pour ces personnes-là, on va savoir que ça reste un membre, qu'il reçoit tel service et que par contre, la newsletter, il demande à ne plus la recevoir. Et on réimporte systématiquement ces données dans MailChimp. Je ne vais pas la faire longue, mais donc au niveau rentrée publicitaire, juste pour préciser, on a des rentrées publicitaires, on a un magazine papier à côté avec une régie publicitaire, et dans les achats de publicité, les personnes peuvent faire des combos et donc acheter de la pub papier et de la pub web, et donc on en a régulièrement. Donc chez nous, il y a un impact, mais malgré tout, il est relativement faible, et nous, ce qu'on va faire, c'est essayer d'insister, c'est dire, ne regardez pas tant le nombre de personnes qui reçoivent la publicité, mais regardez plutôt le nombre de personnes qui cliquent, qui a relativement peu bougé, pour essayer que ça n'ait pas d'impact trop fort sur le revenu publicitaire. Mais le revenu publicitaire web reste vraiment marginal par rapport au reste aujourd'hui, malheureusement. Par contre, je sais qu'il y a Infor-Jeune, qu'il y a Média Animation qui sont là. Je ne sais pas exactement qui est là dans la salle, mais j'aimerais vous demander de réfléchir chacun à la question, est-ce que justement vous êtes concerné par la RGPD et pourquoi? Quelles sont au sein des activités de vos ASBL les activités qui relèvent de la question de la RGPD? Est-ce qu'on peut essayer de faire le tour? Donc, j'ai entendu parler de données sensibles personnelles, j'ai entendu parler de newsletters, d'utilisation de sites internet. En fait, il y a pas mal de domaines qui sont concernés. Donc, c'est-à-dire si dans votre ASBL, vous avez des volontaires, vous avez des données sur les volontaires, eux collectent probablement des données, ils communiquent probablement autour d'eux, vous êtes concerné par la RGPD. Si vous avez des dons ou si vous avez des cotisations, vous recevez de l'argent, vous avez des données bancaires, vous avez une base de données, vous êtes concerné par les RGPD. Si vous avez une newsletter, forcément vous avez une base de données, vous faites du recrutement, vous devez garder une preuve de l'opt-in, vous êtes concerné. Si vous avez simplement du recrutement, des ressources humaines, il y a des données sensibles qui sont reçues, des CV, il y a des données qui sont conservées, vous êtes concerné. Si vous avez un site web, si vous avez des contacts presse, si vous avez un magazine, vous êtes concerné par les RGPD.
Du coup, je crois que probablement la plupart des ASBL... Non, toujours pas. Ah oui. Oui, oui, c'est ça. Mais il y a vraiment beaucoup de domaines et en fait, il faut réfléchir quand on rentre dans l'RGPD. C'est pas juste la newsletter, c'est pas juste le site web. Il y a énormément de domaines qui sont concernés. Du coup, voilà, je ne sais pas si certains ne sont pas encore du tout lancés dans une démarche de RGPD, mais forcément, il faut y aller, tout simplement parce que c'est respecter le public, c'est s'interroger sur nos propres pratiques, améliorer la qualité de notre action, et aussi parce que c'est obligatoire. Forcément, on a parlé un petit peu tout à l'heure des amendes. Euh, peu de chances qu'elles vous tombent sur la tête, mais malgré tout, il faut se dire que c'est obligatoire et qu'on doit y rentrer. Mais comment, si certains se posent la question, on ne va probablement pas répondre à toutes leurs questions, je suis désolé. Mais ce qu'on vous propose, c'est vraiment de voir comment on abordait ça au niveau de la Ligue des familles et ça peut vous aider dans votre réflexion. Et du coup, je vais passer la parole à Véronique qui va venir plus dans le détail de chaque aspect qui a été traité par la Ligue des familles, comment on a abordé ça au niveau méthodologique et quels ont été les points qui ont été traités et dans quel ordre. Et donc la première chose était de désigner une personne clé dans l'association qui allait se prendre cette question du RGPD en charge. Et donc la question n'étant pas traitée plus globalement à la Ligue des familles, je me suis autodésignée data, pas d'IPO justement, mais data expert, data tout ce qu'on veut. Alors comme vous, j'ai parcouru toutes les formations qui étaient données en 2016 et en 2017, avant le grand basculement dans le RGPD, pour essayer de comprendre ce qu'on nous voulait, comprendre ce qu'on allait devoir faire. Et après chaque formation, je sortais avec une connaissance quasiment... je savais par cœur les 12 règles du RGPD et je ne savais toujours pas comment il fallait faire ça, comment il fallait mettre ça en œuvre. Et donc c'était vraiment, ok, je savais quels étaient les points d'attention, mais après ça, on faisait quoi et on faisait ça comment, quoi. Et alors j'ai fini par trouver un cabinet d'avocats qui organisait des sessions collectives pour des agences de publicité et pour des SBL, mais je n'ai pas trouvé d'SBL qui souhaitait marcher avec nous là-dedans. Donc je me suis collée à une formation pour agences de publicité et qui faisait ça en 5 sessions. Et là, on rentrait vraiment dans le pratique. Et eux avaient... Donc ça va au coût, mais relativement raisonnable, franchement, par rapport à l'enjeu qu'il y avait derrière pour nous, en tout cas. Et donc, c'était des sessions participatives et chaque fois, on ressortait avec vraiment une boîte à outils et des documents types. Et ça, c'était vraiment une richesse qui n'avait pas de prix pour nous, en tout cas, parce qu'on est ressorti de là avec des documents types pour nos conditions générales, pour notre cookie policy, etc. Donc, on avait vraiment des choses qu'on n'avait plus qu'à adapter et à mettre en œuvre. Après ça, il a fallu conscientiser les personnes concernées. J'ai eu la chance d'avoir une équipe com à côté de moi qui était plus que réactive sur la question et un IT qui était très réactif et très au courant aussi du RGPD. Ça a facilité la mise en œuvre. À côté de ça, il reste à l'association des personnes que ce soit des volontaires ou des collègues, qui n'ont pas conscience qu'ils traitent des données. Et c'est là tout l'enjeu de ce qu'il y a à faire maintenant qu'on s'est mis en conformité d'un point de vue documents, etc. Après, c'est travailler les consciences et de dire attention... à la photocopieuse, on ne laisse pas traîner des mandats de domiciliation, on ne laisse pas traîner des compositions de ménage, etc. Enfin, on fait gaffe à ce qu'on fait, on ferme nos bureaux, on ne laisse pas des sessions actives sur un CRM. Ça fait partie des choses sur lesquelles il faut vraiment travailler. Là, c'est du quotidien, quoi. Alors, on a saucissonné le chantier, on a avancé pas à pas. Et alors, la méthode qu'on a décidé de prendre, c'est de travailler tout ce qui était visible et public. On s'est dit, le chantier était d'une ampleur énorme pour nous. On n'avait pas de conditions générales sur notre site. On était vraiment au plus bas, je pense, de ce qu'on pouvait faire pour une association de notre taille. Et donc, on s'est dit, allons-y sur ce qui est public. Au moins, pour le public, on montrera qu'on a fait quelque chose. Et si contrôle il y a le 26 mai, au moins, on pourra déjà essayer d'échapper à ce qu'il aurait pu se passer le 26 mai, qui n'est jamais arrivé, mais qui n'arrivera peut-être jamais. Mais en tout cas, d'un point de vue public, on s'était dit, attaquons d'abord ça, c'est la phase la plus importante. Et alors, pour chaque point, on a mené une réflexion. Et donc, est-ce que les personnes concernées sont informées de ce qu'on fait de leurs données ? Est-ce qu'elles ont la possibilité de se désinscrire ? Si oui, comment ? Par quel biais ? Est-on capable d'exercer le droit de quelqu'un à l'oubli ? Et donc, qu'est-ce que ça va entraîner pour nous ? Comment est-ce qu'il va le manifester ? Est-ce que ce qu'on collecte comme information est vraiment nécessaire pour le service rendu ? Et donc là, on s'est rendu compte qu'on demandait un tas d'informations qui nous étaient très utiles pour nous, mais qui n'avaient absolument aucune égalité par rapport au service qu'on rendait. Et donc demander la date de naissance ou la situation familiale en couple célibataire pour quelqu'un qui veut juste souscrire à un abonnement magazine, on ne peut pas le justifier. Et donc tout ça, c'est des informations qu'on ne demande plus à l'heure actuelle, quoi.
La question du consentement, est-ce qu'on demande un consentement explicite avant l'envoi? On avait un consentement sur nos newsletters, simplement il était pas assez explicite, il était global, et donc on couplait souvent des choses où je m'inscris et j'autorise, et donc là on a dû scinder les choses. Et alors du coup aussi, est-ce qu'on met tout en œuvre pour une conservation sécurisée des données? Et là c'est encore actuellement le plus gros des chantiers, c'est vraiment la sécurisation des données, la sécurisation des bâtiments, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, on a désigné un data manager. Ne désignez pas un DPO, ce n'est pas obligatoire, sauf si vous êtes une autorité publique, sauf si vous traitez des données sensibles ou des volumes gigantesques. Et donc, je ne pense pas que dans la salle, quelqu'un soit concerné par ça. Ce n'était pas notre cas. Si vous nommez un DPO, il sera légalement responsable des manquements de l'association. Et donc, ne le mettez pas dans cet embarras. Ne l'envoyez pas en prison pour vous. Nommez un data expert, un data consultant, tout ce que vous voulez. Nommez-le comme vous voulez, une personne de référence, mais pas un DPO, ce n'est pas obligatoire, à mon avis. On a mené des réflexions, des sensibilisations en interne. On a aussi fait des guidelines en interne. On a fait une charte interne qui n'est pas encore validée, mais qui est en voie de validation. Alors, le plus gros du chantier a concerné la newsletter et le site. Et donc là, on a dû adapter notre cookie policy, la charte de vie privée, les conditions générales. Et ça, c'était vraiment un gros boulot parce que là, c'est vraiment juste de la rédaction de texte avec des termes légaux qui nous dépassent parfois. Et surtout, aller voir tout ce qu'il fallait y mettre dedans, qu'est-ce qu'on offrait réellement aux gens, quels étaient nos services, comment les rédiger, etc. Alors sur la newsletter, la dame en a parlé, c'était vraiment là, le gros boulot, la reconfirmation des opt-in, la suppression des opt-out, l'archivage des opt-in opt-out dans notre CRM, la création d'outils qui nous permettent, on apporte par moment des données qui viennent d'un événement, d'un salon qu'on fait. Il faut qu'on puisse tracer l'opt-in de la personne, et donc c'est la création de ces outils-là, même si c'était l'IT qui s'en occupait, c'est quelque chose qu'il a fallu mettre en place, penser, et qui maintenant fonctionne et qui sont très utiles et qui nous donnent vraiment une vue tout à fait claire de quelqu'un qui veut passer d'un opt-in à opt-out ou le cas contraire. On a aussi adapté tous les formulaires d'inscription sur notre site. Ça, c'était un gros boulot aussi pour le service com. À côté de ça, il faut toujours, ça c'est vraiment le plus gros des chantiers, je pense, et le plus rébarbatif, c'est d'identifier tous les traitements qui sont faits et surtout établir des fiches de traitement. Et alors là, c'est un programme que je m'étais mise pour les vacances. Et les vacances sont terminées depuis 2 mois et je suis encore loin d'avoir fini ces fiches de traitement. C'est obligatoire et donc il faudra y passer. Mais là, c'est vraiment ouvrir un fichier Excel et commencer à identifier le traitement que vous faites et la finalité. Et puis après ça, et là, il y a des outils qui sont là pour aider. Il y a des choses qui ont été faites, qui existent sur le net et qui facilitent le travail. Mais néanmoins, il faut s'y consacrer des journées entières. Et c'est le moins gai parce que c'est vraiment... C'est vraiment le moins gai, c'est vraiment de l'administratif pur. La question de la sécurisation des données est un gros boulot aussi. Il y a sécuriser les données, donc sécuriser les ordinateurs, les smartphones, sécuriser les bureaux, sécuriser l'accès aux serveurs, sécuriser le Wi-Fi. Chez nous, c'est quelque chose qui était tout à fait inexistant. On affichait encore le mot de passe Wi-Fi dans les salles de réunion, un Wi-Fi partagé par tout le monde. Donc on s'est même nous-mêmes questionné sur nos fonctionnements. Et je trouve le bienfait du RGPD, c'est que ça nous a vraiment permis d'ouvrir des yeux sur des choses qui n'étaient pas normales, en fait, que l'on faisait, qui n'étaient pas normales, et vraiment se remettre en question sur pas mal de fonctionnements, même si on était dans une égalité. On n'était pas des truands du traitement des datas, hein, mais on était loin d'être tout à fait de la sécurité, au moins recommandée. On a mis en place des procédures pour l'effacement des données. Donc là, c'est un gros boulot aussi parce que, donc Damien vous l'a dit, on traite des abonnements, donc des paiements. Ça veut dire qu'on a un CRM qui traite les données postales de la personne, et il y a des fichiers qui conservent les questions du paiement. Et donc, quand quelqu'un demande à faire valoir son droit à l'oubli, il faut aller le supprimer, les données qu'on a eues sur lui, tout l'historique de ses logins, logouts sur le site, mais aussi tous les paiements. Et puis, alors, je ne vous parle pas des backups et des backups et des backups qu'il peut y avoir. Et donc, ce qu'on a mis en place avec notre IT, c'est qu'on garantit maintenant que quelqu'un qui nous demande le droit à l'oubli, on peut lui garantir que dans le mois qui suit sa demande, il n'y aura plus aucune donnée qui existera chez nous sur lui, mais on s'est donné un délai d'1 mois parce que déjà quelques jours entre l'effacement pur dans notre CRM et l'effacement réel dans le premier backup, parce que si jamais c'était une suppression malencontreuse, il faut qu'on puisse récupérer ces données. Et puis après ça, il y a des backups qui tournent. Et donc, il fallait tenir compte aussi du fonctionnement qui était déjà établi aussi au niveau informatique. Et donc, voilà. Donc, au bout du compte, dans le délai d'1 mois, ce qu'on trouve raisonnable, il n'y a plus de données du tout sur la personne. Et là, on va vraiment au plus profond des backups.
Après ça, ce qu'on doit encore faire, c'est rédiger un plan de com en cas de crise. On n'a pas encore eu de crise, heureusement, mais elle peut arriver. On n'est pas à l'abri de quelqu'un qui se fait voler son ordinateur sur lequel il y avait des fichiers sensibles. Et là, justement aussi, c'est tout le challenge maintenant, c'est de conscientiser les personnes sur ce qu'ils transportent quand ils transportent un portable ou un smartphone ou un cahier, peu importe, ou non volontaires, quand ils inscrivent des personnes à une activité. Que faire? On a l'obligation de prévenir nos contacts dans les 72 heures en cas de fuite ou de vol de données. Et donc, pour pouvoir les prévenir, il faut que l'information remonte. Et donc là, c'est vraiment conscientiser les personnes sur OK, j'ai perdu, je me suis fait voler ou j'ai ça à disposition et c'est parti. Je préviens qui et on fait comment? Ça, c'est encore quelque chose qu'on doit mettre en place parce que c'est fondamental. Et alors, pour le moment, je me pose la question de souscrire une assurance cyber. Ces assurances qui sortent sur le marché, elles ont un coût, mais en même temps, elles permettent de couvrir un plan de com qui peut être énorme selon les données qu'on traite. Donc, ils mettent en œuvre le plan de com. Mais voilà, ça a un coût réel. Pour le moment, on est toujours en train d'analyser les offres de prix qu'on reçoit et voir exactement ce qu'elles couvrent et voir s'il y a un vrai intérêt pour nous ou si on peut encore le faire sans. Donc voilà pour ce qu'on a fait. Alors rassurez-vous, rassurons-nous, faire de son mieux, c'est déjà pas si mal. Le RGPD n'a pas d'obligation de résultat, mais de moyens. Et donc vous devez faire la preuve que vous avez tout mis en œuvre pour y arriver. Après ça, on n'est jamais à l'abri d'un dernier petit couac ou d'une chose qu'on aurait oublié au bout du compte. L'important, c'est d'être conscient de ses fonctionnements, de ce qu'on a mis en place et de pouvoir prouver qu'on a fait les choses, en tout cas, et qu'on a fait les choses pour que toutes les choses se passent bien. Et alors, effectivement, la loi belge est passée depuis le mois de septembre, si je ne me trompe. Et donc là, la menace de sanction est réelle maintenant, mais ils ne vont pas commencer certainement par des toutes petites associations. Je crois que... J'ai toujours dit que Testacha serait visé avant nous. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours dit que non, mais qui devrait prendre des exemples et qui prendrait certainement une grosse association, une banque et Colruyt pour avoir des exemples. Quoi, mais, et voilà, et le mot de la fin sera celui que l'on a trouvé sur Twitter et que l'on trouve excellent. Merci à vous.